déploiement, c'est absolument pas une obligation. Donc, il y a des enfants qui ont la chance de rentrer à l'école maternelle à 4 ans ou encore à 5 ans, mais le plus souvent, ils sont toujours dans les centres de la petite enfance, donc pour l'éducation à la petite enfance, donc de 0 à 5 ans. Donc, c'est vraiment à partir de 5 ans, officiellement, qu'on rentre à l'école. Ensuite, nous avons le niveau secondaire, donc c'est 5 années qui mènent au diplôme d'études secondaires, et c'est ce qui permet d'accéder au cégep, au collège d'enseignement général et professionnel. Donc c'est un niveau entre le secondaire et l'universitaire qui existe au Québec. Je parle juste du Québec, je ne parle pas des provinces canadiennes qui fonctionnent encore différemment. Et donc au niveau collégial, donc là les cégeps, nous en avons 48 au Québec. Donc offre, je dirais, 3 voies. Donc la première, qui est un diplôme d'études collégiales pré-universitaires, donc c'est 2 années essentiellement qui permettent de s'inscrire à l'université. Ou alors nous avons le diplôme d'études collégiales techniques, donc 3 années qui cumulent en fait la formation générale et la formation spécifique pour intégrer le milieu du travail. Donc c'est possible après le diplôme d'études collégiales, peu importe le cursus, que ce soit pré-universitaire ou technique, de s'inscrire à l'université. Et puis nous avons les attestations d'études collégiales, donc qui sont d'une durée variable de 1 ou 2 années, qui concernent en fait des clientèles qui n'ont parfois pas obtenu leur diplôme d'études secondaires, qui ont une expérience professionnelle. Donc ce sont tous les parcours atypiques. Et cette attestation d'études collégiales dépend en fait des services de formation continue des cégeps, là où je travaille en fait. Donc par la suite, le candidat est libre de continuer ses études à l'université ou alors de commencer à travailler, tout simplement. Au niveau de la profession d'éducatrice et d'éducateur à l'enfance, donc c'est important encore de situer, il y a vraiment une très grande distinction entre les différents intervenants. Donc on a des classifications nationales de professions qui sont différentes pour chaque corps de métier. Comme vous le voyez, il y a une classification pour le personnel éducateur à l'enfance, il y en a une différente pour le personnel en éducation spécialisée, pour tout ce qui est travailleur social, donc c'est l'équivalent des services sociaux, la psychoéducation et l'enseignement au préscolaire et au primaire. Donc il faut savoir que les 2 derniers, psychoéducation et enseignement au préscolaire et primaire, impliquent systématiquement des études à l'université, alors que pour les 3 premiers, la formation initiale du niveau collégial. Donc chaque profession est régie par un ordre professionnel ou une instance spécifique. Au niveau de l'éducation à l'enfance, l'instance qui gère en fait la profession, c'est le ministère de la Famille. Donc le ministère de la Famille, en fait, à partir de la directive de qualification du personnel de garde, va pouvoir justement mettre à plat les exigences académiques et je dirais aussi d'expérience pour pouvoir être qualifié en qualité de personnel éducateur en éducation à l'enfance. Il a aussi déterminé un référentiel de compétences essentielles pour le métier d'éducateur. Et il dispose aussi depuis cette année d'un service de certification. Donc tous les candidats qui ont une formation ou une expérience en éducation à l'enfance, que ce soit au Québec, au Canada ou encore à l'étranger, doivent passer par le service de certification du ministère de la Famille pour pouvoir se qualifier en tant que personnel éducateur. La qualification, ce qui est important à comprendre, c'est que la qualification permet aussi d'avoir le salaire qui va, je dirais, avec. Donc ça, c'est très important. Au niveau des grands axes pour la profession d'éducatrice, d'éducateur à l'enfance, donc le premier, c'est de créer un milieu de vie propice au développement physique, psychomoteur, cognitif, langagier, socio-affectif et moral de l'enfant. La conception, l'organisation, l'animation et l'évaluation des activités éducatives qui favorisent le développement moral de l'enfant. Et enfin, la relation étroite de partenariat, que ce soit avec les parents et les autres partenaires du milieu sur les interventions effectuées auprès des enfants. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, il y a différentes professions d'éducation spécialisée, psychoéducation. Donc, l'éducateur ou l'éducatrice intervient dans une équipe multidisciplinaire s'il s'agit de faire appel à des intervenants spécialisés qui gravitent autour de l'enfant pour gérer toutes les interventions, je dirais, particulières pour les enfants.
Donc le personnel éducateur interviennent auprès des enfants de 0 à 12 ans dans différents milieux. La petite enfance, 0-5 ans, on se concentre sur les centres de la petite enfance, les services de garde en milieu scolaire, donc c'est plus 6 à 12 ans. Les garderies administratives, les haltes de garderie, les jardins d'enfants, etc. Mais ils sont tous assujettis, je dirais, aux exigences du ministère de la Famille. Au niveau de la formation initiale et continue en éducation à l'enfance, donc à gauche, on a, comme je vous le disais, un peu le bagage, je dirais, à l'entrée au niveau de la formation initiale. Donc, tous ceux qui ont obtenu leur diplôme d'études secondaires, donc qui ont réussi leur niveau secondaire, peuvent s'inscrire au diplôme d'études collégiales. Donc, ça dure à peu près 2500 heures, incluant les stages. Donc, on a de la formation générale, français, philosophie, etc., etc., en plus de la formation spécifique au métier d'éducatrice à l'enfance. Donc, pour les candidats qui ont interrompu leurs études, qui ont poursuivi une ou deux sessions, qui ont travaillé et qui reviennent, je dirais, en formation. Donc là, ils peuvent passer par l'attestation d'études collégiales, comme je vous disais, qui est gérée par le service de formation continue. Donc ça dure 1200 heures, et là, ce sont essentiellement les compétences spécifiques pour le métier d'éducateur. Donc, pour les candidats qui ont des compétences initiales en éducation à l'enfance et qui œuvrent dans le milieu, il y a la possibilité, avec la reconnaissance d'acquis de compétences, d'aller chercher le diplôme, soit le diplôme d'études collégiales, soit l'attestation d'études collégiales, ce qui va leur permettre de se qualifier et d'avoir des conditions, je dirais, de conditions salariales intéressantes. L'attestation d'études collégiales de spécialisation, perfectionnement. Donc ça, c'est essentiellement pour des personnes qui ont déjà une compétence initiale ou qui veulent se spécialiser. Donc ça peut être inclusion, trouble du langage, etc. Donc ça vient, c'est vraiment pour le bénéfice du candidat, c'est vraiment pour enrichir ses pratiques et ses compétences. Donc là, ce sont des formations plus courtes qui sont aussi gérées par le service de formation continue. Pour le diplôme d'études collégiales, comme je vous le disais, c'est la base pour accéder à la qualification du ministère de la Famille. Pour ceux qui passent par l'attestation d'études collégiales, qui est à peu près de 1200 heures, pour pouvoir se qualifier, ils vont devoir cumuler l'expérience de 4992 heures en milieu, je dirais, dans un milieu dédié à l'éducation à l'enfance, pour pouvoir accéder à la qualification. Pour tous ceux qui passent par la reconnaissance d'acquis de compétences, en fait, les conditions s'appliquent selon le diplôme visé, que ce soit un diplôme d'études collégiales ou une attestation d'études collégiales. Et comme je vous l'ai expliqué, tout ce qui est spécialisation perfectionnement, c'est vraiment pour le bénéfice des candidats. Ce n'est pas une visée à des fins de qualification, c'est vraiment une visée à des fins de formation continue. Ici, j'ai ressorti en fait les compétences spécifiques qui sont aussi bien dans le diplôme d'études collégiales qui se retrouvent dans l'attestation d'études collégiales. Alors j'espère que ça fonctionne. Donc ici, nous avons les 4 premières compétences. Donc on parle de tout ce qui est en lien avec la profession, le cadre réglementaire et aussi tout ce qui est en lien avec la GIR professionnelle. Donc c'est vraiment la pratique réflexive, les attitudes, donc c'est le cours d'introduction. Ici en haut à droite, on a le référentiel métier du ministère de la Famille. Donc tout ce qui est développé en termes de compétences dans les formations qui sont reconnues ont toujours un lien avec le référentiel métier du ministère de la Famille. Donc ici, c'est les liens qui sont faits entre la compétence du diplôme et le référentiel du ministère de la Famille. Donc tout ce qui est en lien avec le développement global de l'enfant, le contexte de vie de l'enfant et de sa famille, l'observation de l'enfant. Nous avons aussi la santé et la sécurité de l'enfant, les relations professionnelles, l'intégrité physique et psychologique du personnel éducateur, la mise en place des interventions démocratiques, harmonieux, les routines, les transitions de la journée, les jeux et aussi en lien avec la pratique réflexive, donc d'effectuer un retour sur ces actions éducatives. Donc on en est déjà à 8, je pense. Organiser l'environnement éducatif, planifier les actions éducatives, élaborer un plan de soutien relatif aux besoins particuliers de l'enfant. C'est là qu'on intervient beaucoup en équipe multidisciplinaire avec les éducatrices spécialisées, les psychoéducatrices et autres intervenants
selon les besoins de l'enfant. La contribution, la mission du service de garde éducatif, donc tout ce qui est le partenariat avec la famille, l'approche éducative et tous les événements en fait, qui vont permettre la mise en place de l'action éducative, le soutien aux saines habitudes de vie, à la connaissance de soi, aux habiletés sociales, l'éveil à la littératie, l'éveil aussi avec tout ce qui est en lien avec les activités artistiques. Et puis, les deux dernières, la numératie, en fait, et assurer des services de garde, assurer des services éducatifs à un groupe d'enfants, c'est vraiment la compétence qui est en lien avec le stage. Donc là, ils vont être vraiment en intégration de toutes les compétences et en application de celles-ci. Donc, ce qui est important par rapport au texte, il y a eu un grand changement cette année, c'est une nouvelle version. Donc, la compétence de numératie et de littératie sont devenues comme des compétences à part entière pour faciliter le passage à la maternelle 4-5 ans entre le centre de la petite enfance et le système scolaire. Alors, comme vous l'avez vu, avec, je dirais, l'ordre professionnel, en fait, le ministère de la Famille qui agit comme un ordre professionnel, ça implique évidemment une très très grande collaboration sur des liens très 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 serrés lorsqu'il s'agit de mettre en place des dispositifs de formation. Donc, le ministère de la Famille, les cégeps, les employeurs et le ministère de l'Immigration, parce que d'ici 2026, on a un objectif, on va dire un défi, qui est de recruter, en fait, de qualifier, de former 25 000 éducatrices et éducateurs d'ici 2026. Donc, ce qui me permet, en fait, de vous présenter un projet sur lequel nous travaillons avec le ministère de l'Immigration et le ministère de la Famille. Donc, c'est un projet qui s'appelle le programme PAC. Donc, c'est le programme d'aide à la reconnaissance des compétences. Donc, nous, en fait, nous travaillons avec des établissements étrangers. Donc, je souligne le partenariat de l'université Mohamed V, donc, qui nous accueille aujourd'hui, et aussi le partenariat de Mme Larry, qui représente la Tunisie, donc le partenaire. L'objectif, en fait, c'est de faire une analyse comparative des diplômes dans le domaine à l'étranger pour permettre aux candidats qui sont diplômés dans d'autres pays de pouvoir se faire reconnaître certaines compétences en lien avec le diplôme d'études collégiales, en lien avec la formation initiale de référence au Québec. Donc, nous travaillons sur une analyse comparative et l'objectif, c'est de pouvoir créer un parcours de formation adapté à ces différentes clientèles. Donc, toujours d'aller chercher des compétences manquantes et de consolider toutes celles qui ont été acquises dans leur processus, je dirais, académique avant d'arriver au Québec. Alors, le tout, évidemment, vise une intégration professionnelle. Alors, c'est un projet d'envergure, je vous dirais, très stimulant, très passionnant et très enrichissant parce que ça me permet aujourd'hui de participer à un colloque avec vous et en même temps d'établir des liens avec des partenaires à l'international et de pouvoir échanger sur des pratiques, que ce soit en termes, je dirais, pratiques pédagogiques, mais aussi des pratiques dans les différents milieux de travail. Alors, c'était très rapide, hein, beaucoup d'informations pour vous aujourd'hui. Alors, je vous écoute si vous avez des questions. En tout cas, si le timing du colloque le permet. Merci à vous. Merci. Merci, Madame Bernardi de Canada, qui vient de parler en fait, du personnel intervenant dans le préscolaire avec leur dispositif, comme vous l'avez écouté, en fait, qui est géré par différents organismes. Avec des modèles justement de reconnaissance des compétences acquises même à l'étranger, en passant par la VAE, la validation des acquis d'expérience, pour valider un petit peu les compétences acquises sur le terrain. Mais tout se passe par une qualification qui donne justement un titre d'intervenant. Et plus on a cette qualification, ça permet, si j'ai bien compris, d'avoir un salaire qui va avec. Hein, je parle sous votre contrôle. Dites-moi si c'est ça ou pas. Et ce qui m'a attiré aussi l'attention, c'est le partenariat avec la famille. Et ça également, ça me rappelle le modèle de la Croatie, le modèle aussi de la Corée du Sud, qui font intervenir les parents, même dans la gouvernance en fait, des établissements préscolaires. Et ça, c'est très très important
qu'il y ait justement ce lien entre les familles et les écoles dans le domaine en fait d'éducation. Je ne sais pas si avec les organisateurs, si on enchaîne. D'accord. Donc restez avec nous. Vous aurez des questions juste après les intervenants. Et j'enchaîne directement avec notre collègue de la Tunisie. Il s'agit de Rim Laribi, directrice des études et des stages à l'Institut supérieur des cadres de l'enfance, Carthage, Tunis, et les maîtres assistance en sciences de l'éducation et didactique. Rim Laribi, marhaba bik. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité, de m'avoir proposé pour Alexandre Green et m'avoir invité à être présente parmi vous pour ce colloque. Donc, pour présenter un peu la formation en licence de sciences de l'éducation et pour la formation des éducateurs de la petite enfance en Tunisie. Donc, je vous invite à voir, je partage avec vous ma présentation. Juste ici, est-ce que... Non, ça ne passe pas? Non, pour l'instant, non, là, on ne voit pas votre présentation pour l'instant. Ah oui, je reprends. Non, ça ne passe pas? Quand vous appuyez sur partager, est-ce que vous avez la possibilité de partager tout votre écran? Là, oui, normalement. Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Alors, sinon, nous, on l'a reçu votre présentation. Si ça bloque, je peux la lancer depuis ici. Et maintenant, non. Là, non, non plus. Je ne sais pas si... Peut-être un petit moment d'absence. Ah voilà, ça va, je crois. Ça passe? Ok. Donc, pour l'Institut des cadres de l'enfance, c'est un institut. En fait, on voit votre écran, on ne voit pas votre présentation. On se revoit en replay si vous voulez. Appuyez sur activer. Là, non? Activer. Je pense qu'il faut que vous appuyiez sur activer. En bleu. Oui, c'est ce que j'ai fait. Moi, je vais arrêter et reprendre. C'est ce que je suis en train de faire. Et vous avez peut-être deux écrans, non? Dans les seuls. Non, un seul. Il me propose arrêter, mais il ne me propose pas activer. Si vous recommencez sur le partage, appuyez sur le partage, le bouton de partage. Elle était sur là, ça va? Voilà, ça y est. Ok, merci. Ne touchez à rien. Simplement, si vous pouvez le mettre en mode présentation, parce que là, on voit vraiment... Oui, c'est en mode présentation. Non? En mode diaporama. Si, c'est en diaporama. Je ne sais pas pourquoi on a... Il est en diaporama pour moi. Ici, je ne sais pas ce que je dois faire. Je dois reprendre. Voilà. Ok. Ça va? Oui, il y a un problème, je ne sais pas lequel. Je ne sais pas d'où il vient, surtout. Activer la présentation. Là, vous partagez tout votre écran. Donc, en fait, on revoit le même écran que Nadia avec les vidéos. Maintenant, oui, c'est ce que je vois, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire avec ça. En fait, vous pouvez partager juste une fenêtre. Une fenêtre, oui, c'est ce que je fais. Mais en partageant une fenêtre, le truc est bloqué. Je ne peux pas partager. Je ne sais pas pourquoi. Sinon, on passe à la présentation que vous avez. Oui, désolée. Donc on va le faire ici, Madame Rim.
Et à chaque fois que vous voulez qu'on passe en fait la page suivante, vous me dites, voilà, là c'est mieux. C'est moi qui ai trouvé, excusez-moi, le temps que vous allez juste récupérer la présentation de D'habitude, on ne se pose pas. هادو باش كيقولنا في المغرب عندك تولي زاق. Vous entendez, Madame Rim? Oui, je suis là. Ah, c'est parfait. Ok, donc on a lancé chez nous le diaporama, mais il faut le partager avec elle. D'accord. Il faut le partager avec elle pour qu'il voit la succession. Voilà, donc là vous aurez droit. Oui, d'accord. Ok. Donc, pour commencer, je dois présenter un peu l'Institut. Donc, l'Institut des cadres de l'enfance, c'est un institut qui a été avant l'année 1990, un institut qui est spécialisé dans la formation professionnelle des éducateurs et en particulier des animateurs de la petite enfance. Après 1990, il a basculé sur un statut universitaire et ça devient un institut qui va octroyer une maîtrise en sciences de l'éducation, puis avec la licence, va basculer sur l'octroi d'une licence en sciences de l'éducation. Donc, pour l'éducation préscolaire en Tunisie dans le système éducatif, c'est une éducation qui est relativement récente. Elle est facultative et payante. Donc, le système éducatif, il commence en réalité par l'école primaire. Cette éducation préscolaire, elle est destinée aux enfants de 3 mois à 6 ans. Elle est couronnée par une année préparatoire, le fin du cycle préscolaire, et de 5 à 6 ans. Cette année préparatoire, elle fait partie de l'enseignement de base, c'est-à-dire de l'enseignement qui dépend du ministère de l'Éducation, pour les enfants âgés de 5 à 6 ans. Certes, ce n'est pas une année préparatoire obligatoire, mais pour la majorité des parents, c'est presque obligatoire. Le taux de préscolarisation, c'est-à-dire pendant cette année préparatoire, cette classe préparatoire, les enfants de 5 ans sont aux classes préparatoires à un taux de 89%. Ce sont des statistiques récentes datant, on va dire, de 2020. Concernant le préscolaire, comment il est réparti en Tunisie. En réalité, le préscolaire, il est de 3 à 6 ans, il est réparti sur 3 institutions, les crèches, les COUTEB et les JE, les jardins d'enfants. Pour les crèches, ce sont des institutions dont le nombre n'a pas évolué, n'a pas beaucoup évolué. Donc, depuis l'existence des crèches, il y a au moins 10 ans, le taux ou la quantité de crèches, le nombre de crèches, il n'a même pas changé parce que cette tâche d'éducation préscolaire pendant l'âge 0 de 3 mois à, on va dire, 5 ans, c'est une tâche, c'est une affaire plutôt de famille. C'est la mère qui est responsable de l'éducation de ses enfants ou bien c'est la famille proche qui va s'intéresser à ce type d'éducation. Parfois même, les parents optent pour donner ou pour léguer leurs enfants à une personne qui est ou bien à domicile ou bien chez elle pour prendre soin de ses enfants. Les institutions aussi qui sont en relation avec l'éducation préscolaire, on a les COUTEB qui ont toujours existé. Le nombre, il est
aspect important, 1959 institutions. Les cadres aussi, le nombre de cadres de côté, il est assez important, il est moindre que celui des éducateurs. Ce sont des cadres qui étaient dans le temps, ils étaient des mu'addin, c'est-à-dire que ceux qui dépendent des mosquées. Actuellement, il y a une dizaine d'années, le recrutement des éducateurs, on parle d'éducateurs de côté, le recrutement des éducateurs dépend du ministère des Affaires religieuses et ce sont des éducateurs diplômés qui ont un diplôme qui est en relation avec tout ce qui est religieux. Les GIE, ce sont les structures ou les institutions les plus nombreuses en Tunisie pour l'accueil des enfants à l'âge préscolaire et le nombre d'éducateurs il est assez important. Normalement, le ratio demandé par le ministère de la Femme, le cahier de charge, c'est 20 enfants pour un éducateur. Ce sont des institutions qui peuvent être publiques, qui peuvent être privées et qui peuvent être semi-étatiques. Donc, cette éducation scolaire pèse ou croule sous le poids de cette dispersion ou de cette dispersion sur différents ministères. En effet, l'éducation préscolaire, avec l'âge de la classe préparatoire 5-6 ans, il est sous la tutelle par les programmes du ministère de l'enseignement, du ministère de l'éducation. Donc, les écoles primaires, publiques et privées, contiennent ces classes préparatoires et ils vont utiliser le programme développé par le ministère de l'Éducation. À un certain moment, le ministère de l'Éducation s'est vu dépasser le nombre d'enfants. Je crois que le son coupe. Non, non, ça va, on vous entend. Donc, le ministère de l'Éducation qui s'est trouvé dépassé par le nombre d'enfants inscrits dans l'année préparatoire, parce qu'elle n'est pas obligatoire, mais tous les parents inscrivent leurs enfants à l'année préparatoire, parce que comme ça, ils croient préparer leur enfant à la réussite scolaire. Ils vont léguer, le ministère de l'Éducation a légué la tâche au ministère de la Femme. Donc, il a dit, ce sont les programmes que vous allez utiliser, mais les éducateurs du ministère de la Femme, sous la tutelle du ministère de la Femme, peuvent prendre en charge des classes préparatoires, mais en dehors des écoles. C'est au niveau des jardins d'enfants que vont s'installer ces classes préparatoires. Pour les classes 3 à 4 ans, les enfants âgés de 3 à 4 ans, ces enfants vont se retrouver ou bien dans les côtés, ou bien dans le jardin d'enfants. Tous les jardins d'enfants sont sous la tutelle du ministère de la Femme, avec leur programme spécifique, et les autres qui sont inscrits aux côtés, ils vont se retrouver avec un autre programme qui est fait ou réalisé ou conçu par le ministère des Affaires religieuses. L'Institut des cadres de l'enfance, il va donner des diplômes à des éducateurs, dont le nombre n'est pas très important. Une forme des éducateurs, les diplômés, seront de l'ordre de 120 à 150 étudiants par an. Par contre, la formation professionnelle est une formation qui va donner des diplômes à des aides-éducateurs, et ne sont pas des éducateurs. Oui. Non, allez-y. Donc, les éducateurs diplômés de l'Institut des cadres de l'enfant, on leur demande trop. Vraiment, les employeurs comme le ministère de la Femme, le ministère de l'Éducation et le ministère, et d'autres ministères comme le ministère plutôt le ministère de la Défense, parce qu'il y a aussi des jardins d'enfants qui dépendent du ministère de Défense, ils en demandent trop, ils en demandent des compétences, chacun a ses propres limites. Donc on a profité en 2016, 2016-17 à l'universitaire, on a profité du projet de la réforme de l'enseignement supérieur et on a dit on va voir que demandent ces différents employeurs, qu'est-ce qu'ils veulent, quelle formation veulent-ils. D'après cette analyse, donc on a profité de cette réforme, on a profité aussi d'une stratégie multisectorielle de développement de la petite enfance, où tous les ministères veulent
vont se rencontrer et veulent déposer leur demande. Aussi, on a vu que le métier de l'éducateur, c'est un métier qui croule sous les prescriptions sociales, où il suffit, parfois on est presque sûr, il suffit de naître femme pour être une éducatrice, ce qui est l'intérêt de cette formation universitaire. Et aussi, on a le problème de la formation professionnelle. Une formation très courte en Tunisie, c'est une formation qui ne nécessite pas le du diplôme de bac, et la concurrence, on va dire la concurrence, elle est très rude pour le recrutement des éducateurs. Donc, on s'est posé la question, quelle formation pour l'éducatrice? Parce qu'essentiellement, ce sont des éducatrices. En Tunisie, on reconnaît, il y a 3 éducateurs garçons qui travaillent avec la petite enfance. À part ces 3 éducateurs, on n'a pas d'autres éducateurs du genre mâle. Donc, l'adaptation, on a cherché à adapter l'offre de la formation initiale aux évolutions des métiers tout en coopérant avec les multiples employeurs, tels que, je ne sais pas pourquoi il n'arrive pas, tels que le ministère de la Femme qui est l'employeur primaire, le ministère de l'Éducation qui est un employeur parallèle, parce que les éducateurs ne sont pas recrutés par le ministère de l'Éducation, mais le ministère de l'Éducation lègue le recrutement au ministère de la Femme pour assurer les classes préparatoires. On a le ministère de l'Armée, ici ce n'est pas de l'armée, c'est le ministère des Affaires religieuses, au lieu de mettre le R, c'est le ministère des Affaires religieuses pour les côtés et qui résiste encore pour le recrutement de nos diplômés. Il est presque conscient qu'il faut une formation de base pour l'éducateur, une formation religieuse après une formation continue pour l'intégrer dans l'éducation de l'enfant. On a le ministère de la Défense aussi, il a ses propres jardins d'enfants, il a ses propres critères, donc il va imposer quelques compétences au niveau de ses éducateurs. Et on a un autre employeur qui est assez conséquent, qui dépend du ministère des Affaires sociales, l'USS, l'Union tunisienne de solidarité sociale. Ce sont des jardins d'enfants qui sont faits pour les enfants qui ils sont issus de familles démunies. Donc, pour répondre à tous ces besoins, on a essayé de voir que demande chacun, qu'est-ce qu'on cherche, et on a préparé notre formation. Donc, les ressortissants diplômés de l'IFE vont être des éducateurs ou des éducatrices, vont être des directeurs ou des éducatrices de jardins d'enfants. Ils peuvent assurer aussi la fonction d'accompagnement. Ici, c'est un peu le flyer de la formation à ISC. Pour cette formation, je ne sais pas pourquoi ça me bloque. Là, pour la formation réellement à l'ISCE, la licence, elle commence par un truc commun pour desservir 2 spécialités. Une spécialité préscolaire et une spécialité éducation de l'enfant. Donc, le préscolaire, il est destiné pour travailler avec la petite enfance, et l'éducation de l'enfant, donc elle va brosser tous les âges de l'enfant on va dire, de 6 à 18 ans, essentiellement au niveau des clubs, au niveau des garderies scolaires et au niveau de l'animation de la rue. Ces diplômés, ils ont à l'issue de travailler directement sur terrain ou bien de continuer à l'Institut à travers les masters. On a 2 masters de recherche, un master professionnel et achever leur cheminement par un doctorat. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont ceux qui vont partir sur le terrain. Donc, la formation, la licence en sciences de l'éducation avec le programme de l'unification, parce que auparavant c'était une licence appliquée et une licence fondamentale. Après, le ministère de l'Enseignement supérieur a vu qu'il faut unifier différentes licences, et on parle de licence unifiée. La licence en sciences de l'éducation spécialité préscolaire, c'est une licence unifiée, donc une licence, un point commun, ce n'est plus l'appliqué ni le fondamental. Donc la répartition des modules, on a 75% de la formation
Elle est formée d'unités fondamentales, dont 75 sont toutes les connaissances nécessaires en psychologie, en sociologie, et 25% unités transversales. Pour ces unités transversales, tout ce qui est en relation avec la communication, les compétences en informatique, avec les activités entrepreneuriales, et 25% d'unités optionnelles. Et la marge de liberté dans ces programmes, c'est au niveau des unités professionnelles. Donc, si jamais il y a une coopération ou si jamais un des employeurs demande l'insertion d'un module autre que les modules existants, il peut être inséré au niveau de ces unités optionnelles. Optionnel, c'est par rapport à la licence et non pas par rapport à l'étudiant. C'est-à-dire tous les étudiants vont bénéficier de ce module, mais le module, sa présence peut changer d'une année à une autre. Donc, c'est une licence qui est accompagnée par 4 référentiels. Un référentiel de formation, donc avec les programmes, qui est validé par une commission sectorielle. Un référentiel d'évaluation, généralement les évaluations des matières, on va dire, fondamentales sont des évaluations mixtes avec des contrôles continus et des examens. Les matières qui sont plus axées sur la pratique professionnelle, c'est plus une évaluation sous forme de soutenance des stages. Et deux référentiels, le référentiel métier et les référentiels compétences. Les référentiels métiers et compétences sont des référentiels qui sont faits ou construits par l'institution, donc les corps universitaires, et non pas par les ministères employeurs. Donc, on écoute les employeurs possibles, donc les ministères, qu'est-ce qu'ils veulent, et à partir de cette écoute, on va réaliser les référentiels. Donc, le référentiel formation, comme j'ai dit, c'est tout ce qui est philosophie, sociologie, psychologie, formation générale, éducation inclusive. On a le côté artistique, il est très développé dans cette licence, tout ce qui est art plastique, théâtre, musique. Aussi, on a les langues étrangères, essentiellement l'anglais. Donc, c'est le programme contient ces différents éléments répartis sur les 6 semestres. L'originalité de cette formation, c'est que c'est une formation qui se base, comme toute autre formation, sur un côté théorie pour saisir tous les concepts nécessaires pour l'éducation de l'enfant. Elle se base sur une partie pratique très intéressante pour établir les liens et permettre à l'étudiant de transposer ou de mobiliser ses connaissances théoriques sur le terrain, et présente par différents stages. Les stages dans cette licence commencent à partir de S2. S2, c'est un stage d'observation. S3 et S4, ce sont des stages de participation où l'étudiant va participer dans les activités. S5 et S6, ce sont plus des stages d'immersion où l'éducateur va prendre en charge la classe pendant 2 à 3 jours, mais plus s'il est jugé capable par son maître de stage. Et une partie, la réflexivité. Donc après les stages, il y a un retour sur ces pratiques sur le terrain avec un enseignant qui est responsable de l'enseignement d'un module analyse des pratiques professionnelles, donc pour essayer de voir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui a bloqué et comment y remédier. Concernant le référentiel compétences. Le référentiel compétences, on est axé sur 5 domaines. Le premier domaine où on cherche à ce que l'étudiant soit capable d'instaurer des relations et un environnement propice pour le développement des compétences du jeune enfant en lien avec sa famille, son environnement. Deuxième domaine, élaborer et mettre en œuvre un projet social et éducatif en direction du jeune enfant en coopération avec la famille. Et ici, on a un module qui est intitulé la co-éducation. Le domaine 3, on essaye de rendre l'étudiant capable de concevoir et de construire une action éducative au sein d'une équipe pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle. Le domaine 4, élaboration d'actions éducatives en lien avec des cadres institutionnels et partenaires.
le domaine 5, contribuer à la compréhension et à l'évolution du domaine éducatif et social de la petite enfance. C'est le référentiel de compétences dont les différentes matières veulent répondre à ces compétences. Je ne vais pas être plus longue, merci pour votre écoute et à vos questions. Merci Rim Larabi. Je rappelle qu'il est directrice des études et des stages à l'Institut supérieur des cadres de l'enfance à Carthage, en Tunisie. Il est maître assistante en sciences de l'éducation et didactique et il est docteur en biologie. Je vous remercie de votre intervention, chers collègues, qui a parlé justement de la formation des éducateurs de la petite enfance en Tunisie, où il y a une modélisation en fait entre des établissements appelés crèches et des établissements les Kouteb, je pense que c'est l'équivalent au Maroc des Jouam ou Lucide, ou qui sont ouverts depuis des années. Et ce qui a fait la particularité de ces enfants-là, depuis l'époque, ils avaient des tablettes. C'était des tablettes moins intelligentes, mais à former des enfants quand même intelligents, contrairement aux tablettes d'aujourd'hui. Le Ha, c'était une tablette, mais en tablette en bois, ce qui a en fait transformé Steve Jobs en tablette interactive. Et les jardins d'enfants. Et ça, c'est sous l'égide du ministère de l'Éducation, et qui a vu à un certain moment dépassé par l'afflux des enfants, et c'est épaulé, si j'ai bien compris, par le ministère de la Femme. Non, juste pour la classe préparatoire. Ah, pour la classe préparatoire, avec un programme très très spécifique. La petite enfance, c'est pour le ministère de la Femme. Le ministère de l'Éducation intervient uniquement dès l'âge de 5 ans. Donc à partir de 5 ans, ça devient l'affaire de la femme et de l'éducation. Mais au niveau des programmes, c'est le ministère de l'Éducation qui impose son programme. D'accord. Donc, merci pour votre participation. Même si c'était au départ très difficile un petit peu la connexion entre le Maroc et la Tunisie, mais grâce aux scientifiques, on a pu quand même se reconnecter. Merci. Et on enchaîne, merci. On enchaîne avec nos collègues français, avec Vincent Guillaume, qui est directeur adjoint de l'ISP de l'Académie de Lyon et inspecteur de l'éducation nationale. Donc, c'est à vous. Le temps de rétablir un petit peu la technique et la technologie. Restez avec nous, Madame Larabi. D'accord, merci, je suis là. Marhaba, si vous voulez un petit verre de thé, il est là. Ah, un petit verre de thé virtuel. Voilà. Il n'est pas aussi intéressant que le réel. مرحبا بك في أي وقت. عايشك. الله يعيشك. يعيشك يعني الله يخليك. الله يخليك. أنت شاركتي معنا بمعلومات برشا مليحة يعني ياك. بزاف. أنا برشا. بزاف. Donc vous avez vu un petit peu une architecture un petit peu différente de celle du Canada. Nous allons voir également ce qui se passe juste à côté de la Méditerranée, donc notamment en France, avec professeur, je rappelle, M. Vincent Guillaume, qui est inspecteur de l'éducation nationale. C'est bon, à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, pardon. Déjà, la première chose avec Séverine, c'est qu'on voulait vraiment vous remercier pour l'accueil et on est très ravis effectivement d'être parmi vous pour ce colloque sur le préscolaire qui vient du coup compléter une action qu'on a aussi dans notre cadre. Alors, avant de vous présenter effectivement un petit peu les caractéristiques de la formation des enseignants de maternelle en France, et je reviendrai sur cette dénomination enseignant maternelle. Première chose, c'est est-ce que dans la salle, il y a quelqu'un qui a un enfant de 3 ans ou pas? Oui? Oui? C'est bien, vous allez voir, c'est magnifique. D'accord. Après, ça pose plus de... donc aujourd'hui, si vous arrivez en France, vous devez l'inscrire à l'école. D'accord? À 3 ans. Okay. Historiquement, en France, l'école maternelle, depuis des décennies, et le service public de l'accueil de la petite enfance.
très majoritairement. Les derniers chiffres montrent qu'on est à 98% des enfants de 3 ans qui sont scolarisés en école maternelle aujourd'hui en France. Les 2% parce qu'en France, on a le droit aussi d'instruire à domicile. Ok. Même si récemment, effectivement, ce caractère effectivement, d'accéder à l'école dès 3 ans est un fait, est devenu obligatoire. Mais pour autant, il y a encore 10 ans, on avait déjà effectivement une forte population d'enfants de 3 ans à l'école. Ça a été rappelé en introduction, hein, avec une longue histoire sur effectivement l'accueil de ces enfants pour permettre notamment aux femmes d'aller au travail. Alors du coup, moi je vais revenir sur la question d'information avec l'objectif effectivement, nous, de professionnaliser du coup nos enseignants, puisque du coup on est à l'école, nos enseignants en maternelle. Et pour ça, du coup, je vais vous présenter 2 caractéristiques, mais on a déjà beaucoup évoqué depuis ce matin, c'est la question du référentiel de compétences. Et un autre, c'est la question de l'alternance université-école au sein de la formation initiale. La caractéristique en France, c'est que du coup, les structures qui accueillent les élèves, d'accord, sont pas en dichotomie, c'est-à-dire que selon la ville dans laquelle vous êtes, vous avez une école maternelle et une école élémentaire. Donc du coup, votre enfant, il va d'abord faire l'école maternelle, puis il va changer d'école ensuite pour aller à l'école élémentaire. Mais dans d'autres villes, vous avez une seule école qui fait à la fois les enseignements maternels et à la fois les enseignements élémentaires. D'accord ? Du coup, nos enseignants, ils sont amenés effectivement à pouvoir enseigner soit en élémentaire, soit en maternelle, selon les postes qu'il y a, mais aussi selon des choix personnels. Avec Séverine, nous, on est 2 enseignants de maternelle. Oui, j'ai enseigné en maternelle avec les 2-3 ans, moi j'avais les plus petits. Alors aujourd'hui, j'enseigne à l'université, j'ai les plus grands là, mais j'ai commencé d'abord pour les plus petits. Ah, les petits. Non, c'est super magnifique. D'accord, c'est un vrai bonheur. Ce ne sont pas les petits des grands. Ah, non. Alors du coup, le parcours pour devenir enseignant en maternelle. Du coup, classique, hein, donc on a un cursus donc, sorti de la scolarisation, donc baccalauréat. À l'issue de ça, ils ont le choix, soit de rentrer dans un parcours de licence de 3 ans, d'accord, soit aussi de passer par un autre cursus en 3 ans. Et qu'ils aient fait sciences de l'éducation, qu'ils aient fait mathématiques, droit, architecture, ingénieur, infirmière, technique plus une licence professionnelle, ils peuvent accéder ensuite à un master. Et en fait, la professionnalisation pour devenir enseignant en France, elle se situe au niveau du master. Donc 2 ans, M1, M2. Donc la dénomination du master en France, elle s'appelle MEF, hein, donc métier d'éducation, d'enseignement et de la formation. Et en fait, ce master, il y a des parcours différents qui permettent de former soit des enseignants du premier degré, donc pour enseigner dans les écoles maternelles et dans les écoles élémentaires, soit pour enseigner en collège ou en lycée, soit pour devenir ce qu'on appelle les conseillers pédagogiques, les conseillers d'éducation, okay, qui eux ça assure en fait la vie scolaire. Ce qui est aussi une caractéristique un petit peu dans les établissements français. Après il y a d'autres formes dans d'autres pays, mais qui n'appartiennent pas forcément, en tout cas, au personnel de l'éducation nationale. Et donc, à l'issue de ce master, ils vont passer un concours national. C'est-à-dire que même si nous, on leur délivre un diplôme de master, c'est pas pour autant qu'ils peuvent faire métier. Ils doivent passer à un concours de la fonction publique, d'accord, donc concours de professorat des écoles, d'accord, et c'est à l'issue de ce concours-là, effectivement, qu'ils intègrent le statut de professeur des écoles et qui va leur permettre effectivement ensuite d'enseigner en maternelle. Donc les 2 éléments caractéristiques en tout cas pour pouvoir ensuite nous les former, la première chose c'est un référentiel de compétences professionnelles. Alors ce référentiel de compétences professionnelles c'est pas le nôtre. Nous on est université, hein, d'accord, donc on dépend du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Il y a un référentiel ministériel, donc métier, qui dépend de l'éducation nationale, qui définit effectivement quelles sont les compétences qui font métier de professeur des écoles. Et donc en fait ce référentiel, nous, il va nous permettre on va s'appuyer dessus pour faire l'architecture de notre maquette de formation, donc la structure de notre formation, et en fait on a une structure en bloc de compétences. Ça veut dire qu'on a un bloc 1, où dedans on va travailler sur les compétences du référentiel métier, d'accord, autour de
acteur du système éducatif. C'est-à-dire connaître le système éducatif, les instances, quels sont son rôle, devoirs, droits, et ainsi de suite. Ensuite, on a un bloc 2-3 qui est préparer et mettre en œuvre. Donc là, c'est pareil, on s'appuie sur les compétences professionnelles, d'accord, qui sont concevoir une séance d'enseignement, animer une séance d'enseignement, évaluer les progrès des élèves, et ainsi de suite. Et puis on a un dernier bloc, qui est acteur réflexif, qui là est plus un bloc en termes universitaire, parce que c'est là-dedans qu'on a la dimension recherche, mais on a aussi dans le référentiel métier une compétence qui est être enseignant, un praticien réflexif. C'est-à-dire que je suis capable de me remettre en cause, de m'auto-former, d'assister à des formations, de remettre en cause aussi mes gestes professionnels, d'essayer de les enrichir, de les consolider, de les améliorer. Ce référentiel de compétences, il va aussi nous servir pour tout ce qui est accompagnement. Dans le cadre du master, ils vont avoir des temps, j'y reviendrai un petit peu plus tard, ils vont avoir des temps où justement ils vont mettre en pratique, d'accord, les compétences qui sont développées dans le cadre du master. Et du coup, en fait, ce référentiel, nous, c'est aussi notre grille d'observation. C'est-à-dire qu'on va les voir dans la classe, là, ils vont patouiller avec les élèves, et du coup, qu'est-ce qu'on doit regarder chez ce jeune futur enseignant? D'accord? Sur quoi on se base, nous, pour évaluer, effectivement, qu'il est en train de construire le métier? Donc, plutôt que de nous inventer des observables à nous, qui pourraient être décalés, justement, par rapport à un référentiel métier, c'est-à-dire avoir un référentiel formation qui soit un peu décalé par rapport à un référentiel métier, on prend ce référentiel métier, on en décline des observables, de la gestuelle professionnelle, et on évalue avec eux là-dessus. Ce qui nous permet aussi de travailler sur... donc on a plusieurs observations, ce qui essaye, ça rejoint ce que disait Rachid ce matin, c'est la question en fait, non pas d'évaluer simplement un état final, mais en tout cas plutôt de mettre en évidence une progressivité, c'est-à-dire qu'en fait ils ont une grille d'observation qui va leur permettre justement de voir quels sont les axes qu'ils doivent un peu plus investir, ceux sur lesquels ils ont déjà construit, d'accord, sur lesquels ils peuvent s'appuyer, et donc de monter progressivement. Donc ils ont une espèce de portfolio, si vous voulez, ou en tout cas un document qui permet de mesurer dans le temps aussi sur quoi ils ont progressé. Et le dernier point, c'est sur la diplomation, parce que là on est plutôt sur la question effectivement des stages, et sur la diplomation, c'est-à-dire qu'en fait les modalités d'évaluation du master sont aussi basées sur deux choses. Donc on a des évaluations assez classiques, basées sur des connaissances, donc, directement issues des enseignements qui sont faits, et aussi ce qu'on appelle une évaluation sur l'analyse et la résolution de situations intégratives professionnelles. Alors là-dessus, on a encore des marges de progrès. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, même au sein du master, en fait, ils se retrouvent avec des situations professionnelles qu'ils doivent analyser, sur lesquelles ils doivent proposer des réponses pédagogiques, et en fait, ça va contribuer justement à leur note pour la diplomation de leur master. Le deuxième levier, ou en tout cas caractéristique, c'est la question de l'alternance, c'est-à-dire le contact au métier. Alors pour ça, en fait, il y a différents contacts qui peuvent se faire au métier dans le cadre de leur professionnalisation. Le premier, c'est des stages d'observation et de pratique accompagnée. Donc on rejoint un petit peu ce qu'a dit la collègue précédente, c'est-à-dire qu'ils vont aller dans des classes, d'accord ? Alors, il y a un travail partenarial qui est assez important du coup avec le ministère de l'Éducation nationale, c'est-à-dire que c'est pas nos étudiants leur disent trouve-toi une école et puis vas-y. C'est-à-dire qu'en fait on travaille avec le rectorat et avec les inspections académiques pour que eux repèrent des écoles dans lesquelles il y a des enseignants avec un niveau d'expertise, non pas simplement dans faire classe, mais aussi dans leur capacité à expliquer leur métier. D'accord ? Et du coup on les envoie en stage dans ces lieux-là. Donc pas n'importe où. Et le but, c'est effectivement de repérer, de comprendre des gestes métiers, et aussi de mettre la main à la pâte, quoi. C'est-à-dire que maintenant, mon petit gars, c'est à toi. Là, je vais te donner un petit groupe d'élèves pendant une demi-heure. Ensuite, je vais donner un plus gros groupe d'élèves pendant une heure. Puis après, tu vas prendre une demi-journée de classe. Puis après, tu vas prendre une journée de classe. Donc les faire monter aussi progressivement. Donc en M1, ils ont 6 semaines de stage. Globalement, on est beaucoup sur la question de l'observation. Et en M2, ils ont 12 semaines de stage. Où là, très rapidement, on va basculer sur « il faut que tu prennes en main en classe ». N'oubliez pas, tout à l'heure, dans mon schéma, il y a un concours à la fin. Donc le concours, il est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'en France, le concours de la fonction publique, vous avez des prérequis, d'accord, mais qui sont plutôt en termes de quel est votre niveau de diplomation.
D'accord ? Donc on a des gens qui passent par ce master-là, et on a d'autres qui passent par d'autres masters. Donc nous, on a tout intérêt aussi à ce que, justement, à valoriser la formation et la professionnalisation et à les mettre en avant pour le concours. Donc de fait, il faut qu'ils prennent la classe de toute façon, pour montrer justement qu'ils ont été préparés, qu'ils ont été professionnalisés, même si on sait que l'expertise ne se fera qu'au bout d'un certain nombre d'années. Et on a aussi une autre possibilité, c'est ce qu'on appelle des stages contractuels, où là, ils sont seuls dans la classe. Donc ils se débrouillent tout seuls, comme des grands. Plus ou moins quoi. Et là par contre ils sont accompagnés par ce qu'on appelle un tutorat mixte, c'est-à-dire qu'en fait ils ont 2 tuteurs qui viennent faire des visites. Ils ont un tuteur de l'université, donc ça peut être Séverine ou moi, on va les visiter. Et puis ils ont aussi un tuteur qui est un expert terrain, donc c'est un enseignant qui lui est déjà expert. Et en fait c'est ce double système là, donc il y a un trio là, donc tout le monde communique ensemble pour justement l'aider au regard du référentiel, comment tu montes en compétences, tu fais des retours et ainsi de suite. Donc au minimum ils ont 4 visites quoi. Et un deuxième, donc les M2, ils sont en 12 semaines, ils ont un tiers dans la classe. Donc chez nous, c'est des semaines à 4 jours. Hein. D'accord ? Donc ça veut dire que globalement, ils vont faire au moins 1 jour par semaine, puis après on a un système de récup, enfin, je vous passe les détails, et le reste du temps à l'université. Une autre possibilité, c'est une particularité qui se fait pas forcément pour tous. On a un système qui permet effectivement aussi d'avoir un contrat sur 4 ans, c'est-à-dire qu'en fait, pour ceux qui ont déjà un projet qui est suffisamment mûr pour devenir enseignants, en fait, ils peuvent intégrer déjà un contrat avec l'Éducation nationale dès la licence, la 2e année de licence. Et là, c'est pareil, ils vont faire 1 jour dans la semaine où ils vont être en pratique de classe. Ils ont de nouveau un accompagnement avec le tuteur. Voilà, très rapidement. Ah oui, si, pardon, avant de passer la parole à Séverine. Comme je disais tout à l'heure, professionnaliser un individu sur un métier aussi complexe qu'enseignant, et plus particulièrement enseignant maternel, d'accord ? Ça ne peut pas se faire, il faut à la fois du temps, mais il faut aussi de l'expérience. Et l'expérience, elle s'accompagne. Donc il y a aussi une réflexion à avoir, non pas simplement en termes de formation initiale discontinuée avec la formation continue, mais aussi quelle continuité entre la formation initiale et la formation continue. Ça, c'est un grand objet de réflexion qu'on a actuellement en France, sur ce qu'on appelle les continuums de formation. Donc on parle beaucoup du bac-3, du bac plus 4, du bac plus 3. Nous, on est aussi un master et profession. Et là, du coup, en France, tout enseignant du premier degré, il a 18 heures par an de formation continue. Et c'est là où, du coup, on va aussi nourrir cette spécificité autour de la maternelle. Et puis, la possibilité, bien sûr, de reprendre des études vers des formations universitaires pour enrichir, parce qu'on en a, ils viennent du primaire, puis au bout de 15 ans, ils décident d'aller en maternelle, parce que, ils ont compris que c'était quand même plus intéressant, comme vous. Et donc, du coup, il faut qu'ils se forment. Du coup, je laisse la parole à Cyril pour la suite. Merci Vincent. Donc moi, je vais